go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 66e épisode du Facebook Podcast. On a eu chaud encore une fois, pas du tout de la même manière que contre les Packers, mais on a eu chaud. À la mi-temps, je pense qu'il y a beaucoup de monde, fans des Niners ou non, qui pensaient que le match était terminé. Je pense qu'il y en a dans ce podcast qui sont dans ce cas-là. Mais à la fin, on gagne et on se qualifie pour le Super Bowl. Et pour en parler, comme d'habitude, la même équipe, Olivier, Kevin et Gonzague. Salut. Salut tout le monde. Salut. Je viens de le dire du coup, l'important c'est la victoire, mais on va quand même débriefer un peu ce match-là. On avait déjà parlé, je pense, dans les podcasts, que ça soit cette saison ou la saison dernière, de match à deux visages. C'est la définition pure et dure d'un putain de match à deux visages qu'on vient de faire. Kevin, t'en as pensé quoi ? Je pense qu'on était tous d'accord la semaine dernière en se disant si on joue comme contre les Packers, ça se passera mal. Qu'est-ce qu'on a fait en première mi-temps ? On a joué comme contre les Packers et on a pris une tôle. On était tous très très énervés. On a regardé encore le match ensemble dimanche. On était très très énervés à la mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, on a fait du 49ers. On a mis de l'impact, on a mis de la volonté, on a mis de l'intensité. Et puis on a fait trembler ces Lions qui, on l'a dit, manquaient d'expérience, et ça s'est senti aussi quand on a commencé à leur revenir dessus. Ça a commencé à trembler malgré tout assez vite. Et en un quart temps, on a refait notre retard et puis on a fini par enfoncer le clou. Donc ouais, finalement, on s'en sort bien. Mais moi, je veux dire à quel point je suis reconnaissant d'avoir que cette équipe soit notre équipe, parce que après tous ces épisodes, toutes ces heures d'émission à tout débriefer, et finalement ces gars-là, ils se sont arrachés, ils ont tout fait, et on peut être fier malgré tout d'avoir ces joueurs-là dans notre équipe parce qu'ils ont tout donné. Et au final, l'objectif minimum d'aller au Super Bowl, il est atteint. Et voilà, au final, c'est tout ce qui compte. Et j'entends beaucoup de monde dire ouais, il faudra faire mieux contre les Chiefs, on aurait dû dominer plus que ça. Au final, on a battu les Packers et les Lions en playoff, et puis toutes les autres équipes de NFC, que ce soit les Buccaneers, que ce soit les Eagles, que ce soit les Rams, que ce soit les Cowboys, on les a tous battus en saison régulière. La NFC West, on l'a écrasé. La NFC, on l'a écrasé en termes de bilan. J'ai envie de dire que la NFC, elle est plutôt dans la poche et plutôt mission accomplie. Olivier ? Écoute, on va s'en remettre doucement. Faut penser aux jeunes de mon âge, parce que vous vous rendez pas compte ce que ça nous fait à nous les vieux. Non, plus sérieusement, moi je fais partie de ceux, quand tu dis, il y en avait qui étaient vraiment sûr qu'on allait perdre. Moi, quand j'ai vu comment ça se passe à première mi-temps, je l'ai dit tout le long, je dis nous pour faire avancer de 4 yards, il nous faut 60 tentatives, et eux, chaque fois ils font première et 60. Ça me rendait fou, c'était insupportable à regarder. J'avais envie de manger la télé, j'étais au bord de la dépression, et oui, je faisais partie de ceux qui pensaient que c'était mort. Et à la mi-temps, il y a juste un truc, au moment on discutait avec Elliot, et j'ai dit là, c'est le moment d'écrire sa légende. Et c'est ce que le petit Purdy a fait. Alors, je sais que c'est un quarterback, blablabla, on va en parler, je pense que c'est un game manager de mes couilles, etc. Je n'ai vu encore passer des saucisses et des merguez toute la semaine. Et je pense que sur la deuxième mi-temps, il a quand même posé bien ses baloches en expliquant comment ça marche le football américain. Et c'est juste ça. Et je suis totalement d'accord avec toi, Kevin. On a de la chance d'avoir ces gars. Il y a des gars qui sont exceptionnels dans cette équipe. Il y a des gars qui ont une mentalité hors du commun. J'ai vu passer une vidéo de Kittle quand ils sont menés, qui va discuter avec son quarterback, qui lui fait vas-y, c'est bon, encourage tes gars, ça va le faire. Je dis mais c'est pas possible, le mec il a un mental à toute épreuve, il a une confiance en lui, une confiance en son équipe. Encourage tes gars, ça va le faire. Ok, d'accord. Et Purdy qui a l'air de lui dire mais ferme ta gueule. Ouais. Il est en dépression totale, Purdy, à ce moment-là. Il a l'air de lui dire mais qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Et lui, il le regarde, il est sûr de lui, quoi. Et puis ça, c'est entraînant, c'est des mecs qui sont entraînants. Et puis, il faut quand même aussi dire un truc. On a beaucoup de chance. En ce moment, il se passe des trucs. Je sais pas, il y a un alignement de planète, il y a des signes, comme dirait notre cher Kevin Renaudé. Il y a des signes en ce moment qui ne trompent pas. La réception improbable d'Ayuk.
les tentatives foirées des Lions, alors que c'est leur jeu. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est totalement leur jeu. Et je voudrais encore tirer mon chapeau aux Lions. Quelle belle équipe en devenir, quelle fantastique équipe. C'est une équipe qui joue, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peps dans son football. Et ce qui leur a manqué, c'est l'expérience. C'est ce qu'on disait, c'est ce que Kevin disait quand on regardait le match tous ensemble. L'expérience, nous, on l'a. Et le fait d'avoir perdu 2 finales de conférence juste avant, on sait comment on peut les gagner maintenant. On sait surtout comment on fait pour les perdre. Maintenant, on sait les gagner. Et puis, ça ferme aussi beaucoup de bouches aux détracteurs de Shanahan. Et Shanahan la lose. Oh les gars, la loose, il a fait un truc que personne n'avait fait avant lui. Alors maintenant, on se tait et on respecte. Gonzague. Punaise, Olivier, il a rien laissé là. Je suis d'accord à 2000% avec ce qu'il vient de dire. J'ai pas grand chose à ajouter d'ailleurs à propos de l'histoire de Game Manager de Brock Purdy. Moi, j'ai adoré la réflexion d'Alex Smith à son propos. Comme quoi il voulait pas lui dans le groupe des Game Managers. C'était assez drôle. Oui, alors moi, contrairement à Olivier, bien que, soyons honnêtes, hein, je n'étais pas serein, pour moi, à la mi-temps, le match n'était pas terminé. J'en ai trop vu, trop vu, depuis que je suis à la NFL, des remontadas pas piqués des hannetons, et à 27-7, techniquement, c'était encore jouable. Et ça demandait beaucoup de conditions. Et en fait, toutes ces conditions se sont réunies. Un changement de momentum immédiat, on l'a eu. La réception de Ayuk, tu le disais, Olivier, arrive pile poil en plus à un moment où le momentum venait de changer, donc il y a des signes qui ne trompent pas. Un resserrage de la défense très fort. C'est vraiment à se demander si on a vraiment eu la même défense en première et deuxième mi-temps. Notamment, je trouve que c'est beaucoup vu, notamment contre la course, où là, je me suis dit, mais attends, c'est pas la même équipe, quoi, c'est pas possible. Donc, bref, moi, je suis très content parce que c'est pour des matchs comme ça, en fait, qu'on suit la NFL. C'est vraiment pour des matchs comme ça, c'est pour un suspense comme ça, c'est pour avoir 2 belles équipes, parce que là, je te rejoins à 2000%, Olivier, mais quelle belle équipe de Détroit. Franchement, je pense que les quelques supporters français des Lions peuvent être très fiers de cette équipe. Elle a du cœur, je pense que c'est le terme que tu cherchais, Olivier. Elle a peur de rien, elle est à l'image de la ville. Vraiment, c'était très beau à voir. Il y en avait 2 identités différentes. Nous, on était un peu plus corporate, mais en mode rouleau compresseur. Et c'est vraiment, moi, des matchs comme ça, j'en demande tous les jours. J'en demande tous les jours, c'est le foot US comme je l'aime, en fait. Et vraiment, bravo aux 2 équipes et bravo à San Francisco de s'être repris, d'avoir rien lâché. Parce que pour le coup, c'était pas facile pour une finale de conférence, mais on l'a fait. On est au Super Bowl. Les premières estimations nous met même favoris pour ce Super Bowl. Bon, bref, on va peut-être y revenir. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'en plus, c'est des matchs qui forgent. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure préparation possible pour un Super Bowl qu'une remontada comme ça le match d'avant. C'est vraiment super. Je suis d'accord à 100% avec tout ce que vous avez dit tous les trois. C'est très kiffant. Évidemment, nous, on a le prisme du fait qu'on soit fan de cette équipe-là, et donc forcément, les émotions, elles sont décuplées. Mais je me mets aussi à la place du fan de NFL qui est fan d'aucune des 2 équipes et qui a non plus pas de ressentiment pour aucune des 2 équipes et qui regarde juste un pur match. En fait, c'était un pur match entre 2 belles équipes, une mi-temps chacun, c'est vrai, mais quel match de fou furieux, un match qu'on pouvait croire en plus perdu à la mi-temps. Moi, je faisais partie de ceux qui y croyaient encore. C'était peut-être aussi l'espoir et la folie du fan, mais j'avais encore envie d'y croire parce que j'avais surtout pas envie de me dire que c'était mort. Je fonctionne pas comme ça. Même si au dernier carton on avait eu 25 points de retard, j'aurais eu au fond de moi un peu d'espoir. Mais quand tu remontes comme ça, quand il y a le momentum qui shift et on sent vraiment le moment où le momentum il change, ça s'est vu en fait sur le terrain parce qu'il y a un alignement des planètes, il y a la réception d'Ayuk, il y a ce fumble de Jahmyr Gibbs juste derrière et puis on enchaîne. C'est des trucs comme ça qui font qu'on regarde aussi ce sport. C'est évidemment, on regarde parce qu'on est fan de cette équipe-là, mais on regarde aussi parce qu'on veut voir des moments. C'est des moments de sport, en fait. On est encore dans la réaction à chaud, mais je pense que c'est le genre de match qui, dans 5, 10, 15 ans, on pourra encore en reparler. Et c'est assez fou. Et pour revenir sur les Lions, ouais, quelle belle équipe. Il va falloir aussi qu'ils se servent de ce match-là pour mieux rebondir. On a appris il y a quelques heures, nous, au moment où on enregistre, que Ben Johnson, leur coordinateur offensif, serait de retour. Donc c'est une très bonne nouvelle pour eux. Et même si, on va en reparler, les 4e tentatives sont pas passées, grand chapeau à Dan Campbell. Parce que ce qu'il a fait de cette équipe-là, de cette franchise, vraiment de la loose ultime,
lui et son general manager, et ils sont morts avec leurs idées. Mais est-ce que c'est pas mieux forcément de mourir avec ses idées que de perdre en ayant... Ils auraient peut-être perdu s'il avait fait les 4e tentatives. Leur kicker, il est à 48% au-dessus il est à 45% au-dessus des 48 yards, et c'était 2 kicks de 48 yards. On ne sait pas s'il les aurait mis, tu vois. Donc, bravo à lui, parce qu'il est resté droit dans ses bottes. Ça n'a pas marché cette fois-ci. Sur un coup de dé, sur une bonne réception de Jameson Williams, en fait, la réception, elle est bonne. Et c'est les Lions qui sont Super Bowl. Donc, les gens qui sont tombés sur Dan Campbell, je les trouve très ingrats là-dessus. Et chapeau Lions, et puis chapeau à nos Niners, parce que quelle équipe. T'as envie de les suivre, évidemment. Même si on avait une équipe de merde, on serait sûrement potentiellement en train d'en parler un peu plus tôt, parce qu'on aurait été éliminé plus tôt. Mais en plus, quand t'as une équipe de fous avec des joueurs aussi talentueux et likeable, j'ai pas le mot français, mais des joueurs que t'as envie d'aimer, bah ça rend la chose encore plus belle. Olivier? Oui, et puis ce que tu disais, c'est ce sport. Quand on voit le match de San Francisco, comme il y a quelques années, il y a 4 ans, quand tu vois le match des Chiefs contre les Texans, chaque fois en finale de conférence, et qu'il y a des remontadas comme ça, et que le match change complètement, et qu'en l'espace de 4 actions, le sport c'est complètement inversé, tu te dis, c'est pour ça que je regarde ce sport. Et c'est pour ça que ce sport, il est magique, quoi qu'il arrive, quelles que soient les équipes sur le terrain, à part les Patriots, je veux dire, quelles que soient les équipes sur le terrain, tu peux vivre des sensations exceptionnelles. Et c'est ce qui fait que moi, je suis fan de ce sport, et je suis encore plus content quand mon équipe, les Niners, se retrouve à me donner des émotions aussi dingues que celles qu'on a vécues l'autre soir. Ouais, surtout que... Vas-y, Gonzague. Non, je vais juste faire une petite aparté très rapide. Quand tu disais que c'est des matchs, on se souvient, dans 5, 10, 15 ans, même si le match est complètement différent dans ses enjeux et dans on va dire, l'historique du match en lui-même, tu vois, il y a des matchs comme le 49ers Saints dont on se souvient encore des années après. Je m'interroge pour savoir si ce match ne rentrera pas dans l'histoire de la même manière, en fait. C'est-à-dire vraiment ces matchs références dont on se souvient, en effet, comme tu le dis très justement, 15, 20, 25 ans plus tard. Tu vois, et ça, c'est vraiment beau. Il est dans l'histoire, ça y est. Oui, parce que pour moi, il y a toujours l'idée. C'est un no-brainer. Hein. Parce qu'il y a toujours l'idée de te dire, ouais, il sera dans l'histoire si on gagne dans 2 semaines. Pas forcément. On se souvient. La raison pour laquelle on se souvient pas des matchs l'année où on va au Super Bowl, il y a 4 ans, c'est parce qu'on avait mis des branlées à tout le monde, en fait, dans les matchs de playoff. On se souvient de la perf de Mostert contre les Packers, mais les matchs en général, on s'en souvient pas parce qu'il n'y avait pas eu de match serré. Là, c'est un match. Les gens se souviennent pas des branlées, à juste titre, c'est pas intéressant. Et on se souvient peut-être plus d'une défaite courte qu'une victoire large. Et là, on se souviendra de ce match-là. Qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, si à la fin on était remonté comme ça et qu'on avait perdu, je pense qu'on se souviendrait quand même de ce match-là. Pas sous le même prisme, mais parce que les matchs comme ça, les matchs serrés, les matchs de légende, comme bon, c'est un Super Bowl, mais comme le Seahawks Patriots qui joue sur une action, comme le Bills Chiefs d'il y a 3 ans où il y a l'histoire des 13 secondes. C'est des matchs serrés dont on se souvient. S'il y avait eu, un exemple tout con, mais le 70 points des Dolphins contre les Broncos, c'est bien, 70 points, dans 2 ans, on aura oublié que ce match-là, il a existé, quoi. Bah, je l'ai oublié. Mais non, mais c'est ça, c'est sur le coup, la performance elle est incroyable, mais s'il y a qu'une seule équipe sur le terrain, c'est pas possible. Là, il y avait 2 belles équipes et ça donne un match extraordinaire. On va parler du match, on va pas forcément rentrer dans le détail mi-temps par mi-temps. Je pense qu'on va utiliser les tops et les flops pour en parler un peu mieux. Victoire oblige, on va commencer par les tops, même si chronologiquement par rapport au match, ça fait pas forcément de sens. Kevin, c'est quoi ton top de ce match? Wow, on a quand même pas mal de choix, mais je suis obligé de commencer par Brock Purdy. C'était un des hommes de base sur qui on comptait dans ce match. On s'en rappelle l'année dernière, c'est aussi parce qu'il lui arrive une bricole qu'on perd ce match. Et là, 1 an après, pour sa première saison en entier, finalement, en tant que titulaire, il se retrouve encore en finale de conférence. Il subit une première mi-temps très, très difficile. Il y a même des gens qui lui sont tombés dessus sur son interception, alors que quand il suffit de voir le ralenti pour s'en apercevoir que son bras est stoppé avant qu'il finisse sa course, et forcément ça finit en interception dans ces cas-là. Mais quel deuxième mi-temps! Il a réalisé la meilleure deuxième mi-temps de l'histoire en play-off pour un quarterback. C'est jamais arrivé que quelqu'un fasse autant de yards à la passe, autant de yards à la course, et qui marque et qui réussisse, qu'il ait un aussi bon pourcentage de réussite sur ses passes, je veux dire.
Donc, waouh. On a la stat sous les yeux ou pas? Parce que c'est vrai que la stat, elle était assez incroyable, quoi. Je l'ai pas là. Je te retrouve ça, je cherche. Oui, pardon, je t'ai coupé, Kevin, je te laisse poursuivre. Continue, Kevin, je cherche la stat. Mais ouais, et finalement, ce qu'on demande à un franchise quarterback en finale de conférence, c'est de savoir prendre les choses en main quand son équipe en a le plus besoin. Et quand est-ce qu'on a plus besoin de notre franchise quarterback quand on est mené de 17 points à la mi-temps d'un match de playoff? Il a pris les choses en main, il a exécuté le plan à la perfection. Quand il trouvait pas les solutions, il prenait ses jambes à son cou, il claque plus de 50 yards dans ce match à la course. Brock Purdy qui claque plus de 50 yards à la course dans un match. Je sais pas si on se rend compte de la performance. Et puis, je crois que Gonzague, du coup, ne supporte plus Brock Purdy. Il a trop. Effectivement, il a dû quitter le train Brock Purdy au moment où il a passé plus de 20 yards. Mais... Non, je vous rassure. Et puis je repense à cette passe incroyable à contre-courant. Une chose qu'on dit à un quarterback de ne jamais faire, c'est de lancer dans le sens inverse de la direction où il court. Qu'est-ce qu'il fait? Il le fait, et puis tu as Jawan Jennings qui s'envole encore dans les étoiles pour aller chercher cette réception à une main complètement dingue. J'ai adoré quand on était en train de regarder le match ensemble, j'ai adoré, j'ai bien compris la remarque d'Olivier qui nous disait on dirait la réception d'Odell Beckham Jr. Je suis totalement d'accord. C'est un peu la même chose, moins spectaculaire, etc. Ouais, mais ça y ressemble beaucoup. Ouais. La façon de garder la balle dans la main, la façon dont la balle colle à la main comme ça. Moi, je la trouve plus dure. Je la trouve plus dure que celle d'Odell Beckham, parce que celle d'Odell Beckham, vu qu'il y a la vitesse du ballon. Non. Ah non, parce que moi, j'insiste, avec la vitesse du ballon, je trouve que c'est plus simple au niveau de la main de réceptionner. Je suis désolé, Gonzague. Odell Beckham, il s'envole complètement allongé dans les airs. Il va être chercher un truc que personne. J'aime beaucoup Jawan Jennings, vous le savez, mais honnêtement, Odell Beckham, c'est plus facile à relâcher. Jennings, en fait. Oui, ça peut être, mais par contre, la réception de OBJ, elle est beaucoup plus dure parce qu'en plus, sur l'action complète, il voit pas le ballon partir. Le defensive back, il fait un boulot de dingue sur l'action. Et lui, il est collé et il s'envole au-dessus. Et Jennings la chope haut et il finit en arrière. OBJ la chope derrière. Elle est derrière la balle quand il l'attrape. C'est pour ça qu'elle est un peu plus dure, je trouve, celle de Beckham. Mais c'est deux réceptions incroyables. Mais tout ça pour dire qu'aux détracteurs de Brock Purdy, j'en peux plus de la presse qui lui est faite depuis le début des playoffs. Si vous avez encore des choses à dire sur Brock Purdy et si vous avez encore des doutes à émettre sur son niveau, vous ne connaissez pas le foot. C'est tout ce que j'ai à dire parce que ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Et puis après, pour rajouter une pièce dans la machine, juste, et je te laisse la parole, Olivier, après, pour rajouter une pièce dans la machine, souvent les gens qui faisaient la comparaison et les mauvaises critiques sur Brock Purdy étaient les gens qui défendaient avec le plus de vigueur Lamar Jackson, regardez les matchs. C'est tout ce que j'ai à dire. Regardez les matchs. Carrément. Voyez ce qu'a fait Lamar Jackson dès qu'on lui a foutu un petit peu de pression, il a disparu. Carrément. Oui, et puis il faut quand même se remémorer un truc. Le dernier quarterback avant Purdy à avoir fait finale de conférence et l'année suivante Super Bowl, c'était Patrick Mahomes. Je n'ai rien d'autre à dire en votre honneur. Et Brock Purdy a plus de victoires en playoff. Brock Purdy a plus de victoires en playoff que Patrick Mahomes après autant de saisons dans la ligue. Brock Purdy a plus de victoires en playoff que je vais remettre une pièce encore dans la machine, mais il a plus de victoires en playoff que Lamar Jackson, alors que ça fait combien 4 ou 5 saisons de moins en NFL. Et même que Lamar Jackson et Dak Prescott confondus. Exactement. Non, puis j'ai la stat dont on parlait sur la deuxième période. Du coup, le premier quarterback de l'histoire à faire plus de 150 yards à la passe, plus de 45 yards à la course, 80% de passes complétées, 10 yards, plus de 10 yards par course, 0 turnover sur une mi-temps en playoff. 80% de passes complétées pour une finale de conf. Est-ce que vous imaginez? Moi, c'est la plus impressionnante de toutes les lignes, celle-là pour moi, je trouve. Et puis par rapport à Purdy, il y a un truc. On disait ouais, c'est facile pour Purdy parce que il est toujours devant. Il faudra qu'il fasse un jour un match où il est un peu derrière. Bon, il fait un match où il est un peu derrière. Ouais, mais bon, ça compte pas parce qu'il y a du monde autour. Il faut qu'il y ait 10 points d'écart. Bon, mais il le fait avec 10 points d'écart en divisional. Ouais, mais bon, il faudrait vraiment qu'il y ait une vraie remontada. Et là, il fait encore un match avec 17 points de retard. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire la prochaine fois? Ouais, mais il lance pas avec les deux mains dans le dos. C'est tout. Attends, c'est pas la prochaine fois. Il y a eu une émission hier soir aux États-Unis qui disait si Brock Purdy veut être reconnu, il doit gagner le Super Bowl. Donc ça y est, on est déjà à la prochaine étape. Voilà, exactement. C'est fait un truc, c'est gagné à Moscou. De toute façon, ils m'ont gonflé. Là, ça y est, c'est officiel.
Surtout que si dans 2 semaines on gagne le Super Bowl et que, imaginons, tu as une performance extraordinaire de CMC ou de Debo ou quoi que ce soit, et que c'est un de ces gars-là qui gagne le Super Bowl MVP ou un défenseur et pas Purdy, ils vont dire ouais, mais il a pas été MVP du Super Bowl alors que les autres. On dirait, Enfin, on dirait, on dirait les critiques qui ont été faites à Steph Curry, et je compare pas du tout les deux joueurs, mais qui ont été faites à Steph Curry, c'est le même principe. Quand on a envie, tu sais, quand on a envie de tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est le même principe que fait la presse en ce moment. Voilà, donc après, c'est la réalité, c'est le terrain. Et sur le terrain, le petit Purdy, il a prouvé qu'il avait largement le niveau, les épaules, et à la différence qu'à Lamar Jackson, il ne se frustre pas sur le bord du terrain, et il ne se frustre pas devant les caméras du monde entier. Voilà. non, Un parce qu'à adulte moins, et un 10 bébé. à moins 17, ok, il a des mecs d'expérience autour de lui pour lui remonter le moral. C'est le cas de Kittle. Je pense que c'est aussi le cas d'un mec comme Trent Williams ou d'un mec comme Deebo Samuel. Il a des mecs d'expérience avec lui qui vont lui remonter le dos, mais en même temps, il n'est pas non plus à mettre tout le tort sur le dos de ses coéquipiers. Tu vois, il fait de la merde, il le sait, il se met deux claques et il se reconcentre. Et à moins 17, il était encore dans son match, il était encore concentré. Je rappelle juste que tu parlais de Jackson, Olivier. Ils finissent qu'à moins 7 et le mec était en train de hurler sur ses coéquipiers alors que le match était encore bien en cours, quoi. Il y avait beaucoup de choses à jouer et puis voilà, c'est quand on voit qu'on a un mec de 24 ans dans sa 2e année que personne ne voulait en sortie de la draft, qui montre des qualités de leadership comme il le fait sans être aussi vocal que certains pourraient l'être, mais avec des qualités de leadership de je vais prendre l'équipe sur mon dos et que quand il n'y a pas de solution, je vais prendre mes jambes à mon cou de manière intelligente et je vais gagner. Je vais pas en plus, un truc que j'ai kiffé sur ses courses, c'est qu'il n'est pas slidé trop tôt. Ce que font beaucoup de quarterbacks, et à raison, parce qu'ils ont peur de prendre des hits, c'est qu'il va tenter de prendre 5, 6, 7 yards en plus en prolongeant sa course, et ça marche. Et il va plonger au bon moment, il n'a pas pris de gros hits. Voilà, c'est la preuve d'un mec qui sait ce qu'il fait, qui a confiance en son jeu et qui a la confiance des mecs autour de lui. On a vu dès qu'il a mis, j'ai adoré aussi au moment où il met le genou au sol sur la 4e, où il reste 1 seconde, et qui sait qu'il doit reculer encore un peu, il recule et recule juste pour avoir le temps que le match soit terminé pour poser son genou. C'est des trucs comme ça, quoi. Tu sens que le mec, il sait ce qu'il fait, et quand Kyle Shanahan lui saute dessus en premier à la fin du match, dès qu'il y a le coup de sifflet, tu sens qu'il y a Shanahan, il est aussi content d'avoir trouvé son gars, et c'est un coup de bol, hein, mais il a trouvé son gars comme ça et ça fait plaisir. En tout cas, je suis ravi. S'il faut gagner le Super Bowl pour être une légende, je suis ravi d'apprendre que Jim Kelly, depuis Buffalo Bills, n'est pas une légende. Que Dan Marino n'est pas une légende, fin de la discussion, Voilà. on enchaîne. Olivier, ton top ? C'est un peu compliqué dans ce match parce que c'est très très particulier, mais je vais quand même partir sur Kittle. Pourquoi? Pas parce qu'il a fait des stats à la réception exceptionnelle, mais pour tout ce qu'il fait, pour l'ensemble de son œuvre, pour tout son travail, pour ses qualités de leadership. Et un truc très très important, parce qu'on regardait le match ensemble, et puis on voit pas Kittle. Et je vous disais, mais il fait des putains de blocs. On voit pas, Je mais il plaide fait des coupable, putains de- je plaide coupable pour celle-là, c'est moi qui disais Voilà, ça. c'était pas voilà. Et là aujourd'hui, je sais plus, je crois que c'est sur Twitter que j'ai vu passer, où on voit qu'il se prend Aiden Hutchinson à 1 contre 1, et il le bloque. Je veux dire, vous vous rendez compte, le mec, il se prend le defensive end, l'un des meilleurs de la ligue, il le prend en tronchon, et le mec, il n'arrive pas à le passer. C'est exceptionnel. Il est prêt à se sacrifier corps et âme pour cette équipe. Et quand tu dois faire une réception à un moment, il va la faire, et au lieu de s'arrêter, il va encore rentrer dans la meule des gars. Je trouve que c'est un leader, et c'est un leader par l'exemple, parce qu'il est prêt à se sacrifier pour l'équipe, parce qu'il a bien compris que c'est pas lui qui compte, c'est pas ses stats qui comptent, c'est le fait que tout le monde pousse en même temps. Et c'est pour ça que cette équipe, elle est fabuleuse, et Kittle en est l'exemple, en est pour moi l'exemple typique. Mais ça me rappelle un peu ce que tu dis, et c'est l'exemple parfait de George Kittle. Une expression, c'est ce qui compte, c'est le nom qui est à l'avant du maillot, pas celui qui est à l'arrière. C'est l'exemple parfait de ça. Et en plus, quand à la fin, il se fout de la gueule de l'autre tromblon je resterai très poli avec le gars de. Rassurez-moi, c'est bien c'est des Eagles, c'est ça? C'est Jay Gardner-Johnson. C'est l'ancien des Eagles. J'ai adoré quand avec Warner, ils ont fait coucou à la caméra pour lui dire allez dégage. C'est une de mes images préférées du match. C'était un kiff, mais alors voilà, je veux dire. Et puis voilà, c'est du trash talk, mais c'est du trash talk rigolo à la Kittle. Et c'est ce personnage, pour moi, c'est le total package du joueur qu'on ne peut qu'aimer. Et en plus, il sur le terrain, il est exceptionnel. Donc bravo, Georges, si tu nous écoutes, bisous à toi.
Je l'avais déjà dit justement il y a plusieurs podcasts, il y a plusieurs mois ou semaines. Un jour, George Kittle va prendre sa retraite. Un jour. Dans le plus longtemps possible, on espère. Et George Kittle, jusqu'à la fin de ses jours, je veux le voir en tribune à faire des conneries avec Jerry Rice. C'est tout. Je veux. C'est juste. Le voir sur le terrain, c'est extraordinaire. Le voir en dehors, c'est aussi extraordinaire. Je suis désolé, mais sa place n'est pas en tribune, sa place est dans un staff. Quand tu vois l'impact qu'il a dans un vestiaire, l'impact qu'il a sur nos résultats, juste parce qu'il parle au gars, même s'il n'est pas sur le terrain, tu vois ce qu'il va dire à Purdy avant la mi-temps, l'impact est incroyable. Ce gars-là, s'il est coach de position ou coordinateur, mais l'impact qu'il peut avoir, c'est fou. Il va être respecté et juste par son humeur et son bon mot tout le temps, il a un impact fou. Donc non, je veux pas le voir dans le public, je veux le voir dans les staffs, ce gars-là. Est-ce que pour le fameux coucou à la caméra, est-ce qu'on est certain qu'il visait Gardner Johnson? Parce que moi, Oui, parce que Gardner Johnson l'a fait, lui, juste avant la mi-temps. Je sais, mais en fait, c'est pile poil au moment en fait, où la caméra du centre du stade descend. Donc, je sais pas si c'est pas lié au fait qu'elle descende à toute berzingue et que tout d'un coup, il lui fait coucou, ou est-ce qu'il visait Gardner Johnson? J'espère que c'est pas une légende urbaine. De ce que j'ai cru entendre, c'était une réponse à ce qu'avait fait Gardner Johnson en première mi-temps. D'accord, ok. Gonzague, justement, ton top de ce match? Bah écoutez, on a cité les deux premiers blondinés que je disais également, donc j'ai envie de citer le troisième blondinet. Comment ne pas parler de Monsieur CMC qui nous sort encore un match dantesque. Le mec joue sur une jambe, il va terminer cette saison avec 3 béquilles, 4 infiltrations et je ne sais quoi, mais ce mec-là, en fait, c'est un bulldog. Il ne lâche rien, il avance. On sent en plus, au fond de lui, qu'il a une telle envie de ce Super Bowl. Il a une telle envie d'y aller. Il a une telle envie de marcher dans les traces de son père. On connaît le côté familial des McCaffrey. Ils sont tous soudés entre frères et ils ont tous l'image du père au-dessus. Et honnêtement, la fin du match, quand on voit les célébrations de chacun, CMC, il était touchant. Il était vraiment touchant. C'est un joueur que j'adore, que j'adorais déjà à Stanford, voilà, et il met un tel cœur en fait pour avancer. Il ne droppe rien. Il ne droppe rien. Je me demande d'ailleurs si sa stat, comme quoi il a droppé aucun ballon depuis le début de la saison, et court toujours. Ce qui en soi pour un joueur qui n'est pas receveur, je le rappelle, est une stat complètement barrée. Donc voilà, moi ce joueur, il me fait rêver. Je sais que les running backs ne durent pas dans le temps, et je sais que lui va certainement avoir 2 genoux bien pétés à la fin, mais à l'image de Frank Gore avant, que j'adorais également, j'espère qu'il va rester longtemps, très longtemps chez nous. D'ailleurs, en parlant de son père, ça pourrait être seulement le deuxième duo de l'histoire de NFL, le duo père-fils à gagner un Super Bowl dans la même franchise. Ce qui est assez dingue. Et j'ai pas vu, j'ai vu passer ce tweet, mais j'ai pas vu c'est qui les premiers, on sait ou pas? Non, ça le mentionne pas non plus, et puis j'avoue que j'ai pas fait la recherche. Mais Ok. Mais ce serait extraordinaire. Moi, pour mon top, je pense on va en parler après, parce qu'à mon avis, il y a un paquet de mecs à citer en des topinets. Des topinets, j'en ai un nombre incalculable. 2 mecs de petits noms comme ça à placer, de petites gourmandises. Mais pour mon top, j'ai envie de parler d'un autre gars. On va rester sur le côté offensif du ballon. Qu'est-ce que c'est cool quand Deebo Samuel y joue. Qu'est-ce que c'est kiffant quand Deebo Samuel y joue. Parce que on l'a moins vu quand l'équipe allait mieux, on a plus vu les Ayuk, CMC, etc. Mais si on avance les chaînes en première mi-temps, aussi peu qu'on l'a fait, mais on l'a avancé un petit peu, c'est parce qu'il y avait Deebo Samuel, que lui, il est rentré direct dans son match. On sentait qu'il avait une frustration d'avoir loupé le match contre les Packers. On sentait aussi qu'il avait eu envie de montrer que j'ai mal à l'épaule, j'en ai rien à foutre, je vais au contact, je n'évite pas le contact. Et je trouve que ça marque tout ce qu'on a pu dire tout au long de la saison, du changement drastique de comportement et de mentalité de Deebo Samuel, que je pense qu'on citera quand on fera les bilans de fin de saison. C'est pour moi une des plus grosses réussites de notre saison, c'est que Deebo Samuel soit passé du gamin capricieux, un peu diva sur lequel on avait tous des doutes, à un vrai leader. Et c'est trop kiffant en fait de le voir comme ça. Et en plus, il est performant sur le terrain. Et ouais, en première mi-temps, si on arrive à 7 points à la mi-temps, c'est parce que lui, il s'est sorti les doigts du cul dès le début du match.
On va passer au topinet. Je pense qu'on a tous plein de noms à citer. Je vais me permettre de commencer. J'avais parlé la semaine dernière et on n'était pas d'accord sur le nom de Logan Ryan avec Gonzague. Du coup, là, pour le coup, oui, j'en parlerai Olivier après de lui. Je serai obligé de le citer. Mais j'ai quand même envie de parler rapidement de J.R. Brown parce qu'il a fait un super match. Je trouve qu'il a fait un super match. Je vois que Gonzague n'est encore pas d'accord avec moi. Il a raté en première mi-temps. Il a mis du temps à se mettre dans son match. Par contre, en deuxième mi-temps, il était partout. En deuxième mi-temps, il était absolument partout. Dès qu'il y avait un manquement, il était là pour mettre un coup. Dès qu'il y avait une réception, un moment, un long ballon sur un duel 1 contre 1 avec Ambry Thomas, et il est venu mettre le taquet pour empêcher la réception. Je trouve que pour un rookie de 3e tour qu'on n'a quasiment pas vu de la saison, qui a été benché et qui revient comme ça, je trouve qu'il a vraiment bien tenu sa place et ça prouve que pour un mec, il y a des belles choses à faire avec un duo avec Hufanga dans les années à venir. J'ai mon petit opiné aussi. Alors, c'est un gars qu'on a beaucoup critiqué cette année. D'ailleurs, la D-line n'est pas exempte de tout reproche sur ce match, mais lui, en particulier, je l'ai trouvé excellent. Et ce monsieur s'appelle Nick Bosa. Absolument. Je trouve que c'est sa meilleure sortie de la saison et je trouve que c'est sa seule sortie de la saison qui respecte ses standards de l'année dernière. Et on en avait tellement besoin. J'ai vu des gens, j'ai vu des gens un peu le critiquer, mais j'avoue que c'est facile. Quand on voit notre D-line qui échoue sur un match, c'est facile de tomber sur la star de cette D-line. Mais s'il y en a un qui a surperformé, c'est Nick Bosa. Il claque 2 sacs, mais c'est pas juste les 2 sacs. À chaque fois, il fait la différence. Peu importe contre qui il a été sur la ligne offensive des Lions, qui, il faut le dire, était très bonne sur ce match. À chaque fois, il a fait une différence. Et ouais, c'est ce Nick Bosa-là qu'on a besoin et qu'on a réclamé toute la saison. Donc, gros plaisir de le voir à ce niveau-là. Nick Bosa, c'était aussi mon topiné, ouais. C'était aussi mon topiné, Bosa. T'en as un autre ou pas, Gonzague? Non, parce que je voulais parler de Bosa, donc non, pas spécialement. Vas-y, je te laisse la main, Olivier. Brandon Ayuk. Comment faire pour le mettre en topiné? Comment faire pour le mec qui va te claquer un touchdown, il va te faire une réception qui va rester dans l'histoire, qui va certainement passer en boucle et en reboucle dans les highlights NFL et peut-être même dans les génériques NFL. Cette réception qui a aucun sens, qui ressemble un petit peu dans un autre style à l'autopasse de Mariota il y a quelques années et l'autopasse de Lamar Jackson le match juste avant. C'est la balle en l'air qui va récupérer, c'est Superman quoi. Puis il s'est pas affolé malgré le début de match compliqué et c'est un joueur. Est-ce qu'on a de la chance d'avoir 2 receveurs du niveau de Ayuk et de Djibo, sachant qu'en plus, d'après ce qu'on a tous lu, c'est la priorité de l'intersaison, c'est de le re-signer. On a quand même encore des petites saisons sympas à venir, je pense. D'ailleurs, la réception a déjà un nom qui s'appelle The Immaculate Deflection. Yeah! C'est très bon. Pour dire à quel point cette action est déjà mythique. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui ont critiqué un petit peu Purdy en disant la passe est lancée trop loin. Sauf que si le DB des Lions ne fait pas une légère passe interférence, la passe est parfaite et elle tombe direct dans les bras d'Ayuk. Non, elle n'est pas surlancée, surdosée. De toute façon, si la tour de Pise elle est tordue, c'est la faute à Purdy maintenant. Donc tu n'as pas compris encore. Tu as compris ça, c'est réglé. Hein. Moi, j'ai envie juste, avant de parler de mon topinet que tout le monde attend et a raison, je veux juste rajouter un petit mot sur ce qu'a dit Olivier là sur Ayuk. T'as dit quelle chance on a d'avoir 2 receveurs de ce niveau, quelle chance on a aussi d'avoir un numéro 3 de ce niveau. Hein. On en a parlé un peu dans le moment de Purdy. Jawan Jennings est en train de faire des playoffs de fou furieux. Third and Jawan encore plus que jamais. Yes. Quel clutch. Avoir un Mister Clutch comme ça dans l'équipe, c'est tellement important. Et surtout dans des matchs comme ça où on revient un peu nulle part. Avoir un petit gars qui peut claquer l'action. Au final, il sort juste une action dans ce match-là. Mais quelle action! Mais c'est ce qu'on demande généralement à un numéro 3. C'est d'être présent dans le moment où on a vraiment besoin de lui. Et ça a été le cas. Et du coup, moi, je vais parler quand même de mon topinet officiel. Il y a Kevin qui nous a dit un truc là, pendant notre quand on regardait le match ensemble. Il a dit je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas plus Juszczyk. Je suis d'accord parce que quand on l'utilise, ça marche super bien. Évidemment, l'action, elle est pour Purdy quand il sort complètement de la poche et qu'il fait un move complètement fou. C'est 99% une action de Purdy. Mais le 1%, il est là à la réception, il fait le travail pour garder les pieds dans le terrain, c'est Kyle Juszczyk.
le nombre de fullbacks capables de faire ça en NFL se relève à 1, c'est Kyle Juszczyk. Alors évidemment, c'est un poste qui est vraiment de l'ombre, qui n'existe quasiment plus. Dans 70% des équipes NFL, il n'y en a même pas. Mais par contre, quand il y en a un et qui fait aussi bien le taf, je comprends pourquoi on le garde et pourquoi on l'utilise, parce qu'il est vraiment hyper fort. Il est capable de faire des réceptions de fou en bloc, il est incontestable. Voilà, je le kiffe, vous le savez tous, et c'est trop bien de l'avoir sur le terrain avec nous, parce que il sert vraiment quand on en a besoin. Je rappelle juste que j'ai revu des highlights du Super Bowl d'il y a 4 ans contre les Chiefs. Il marque un touchdown dans ce putain de Super Bowl contre les Chiefs il y a 4 ans. Voilà, c'est aussi les grands joueurs, même s'ils sont à des postes qu'on ne considère pas, sûrement à raison dans la NFL moderne, les grands joueurs font des grandes actions et Kyle Juszczyk est un grand joueur. Pour remettre en contexte sur la phrase sur Kyle Juszczyk où je disais pourquoi on l'utilise pas plus souvent, ça venait juste avant le premier touchdown de McCaffrey où on utilise Juszczyk pour faire une course. On fait semblant de donner McCaffrey, puis finalement c'est Juszczyk qui la prend juste avant et qui avance. Et je trouve que c'est une action qu'on joue pas assez souvent parce qu'on gagnerait beaucoup de yards à jouer comme ça. Et à Madden, je la joue tout le temps. À Madden, je la joue tout le temps. Elle marche Bien super sûr. bien celle-là. Le fullback dive, il marche super bien. Puis dans un jeu de course où Shanahan, je peux le trouver parfois un petit peu stéréotypé, où on court plein centre assez souvent avec McCaffrey. Là, je trouve qu'il y a quelque chose à tenter assez simple, où on continue le plein centre, mais justement où on trouve un peu l'adversaire, et je pense qu'on gagnerait plus de terrain à faire ça. Donc là-dessus, je le trouve intéressant, et je trouve dommage qu'on l'utilise pas plus souvent. Moi, je retiens, tu as dit que tu voulais qu'il soit concerné dans chaque action. Est-ce qu'on a d'autres topinets à citer Non. Ok. Et on va passer au flop. Parce que oui, là, on a été très, très sympa avec beaucoup de joueurs qui l'ont mérité. Si on a fait une remontada, c'est qu'il y avait quelque chose à remonter, c'est qu'on a été aussi moins bon. Gonzague, c'est quoi ton flop du match ? Écoute, moi j'ai eu beaucoup de mal à définir un flop. J'hésitais entre 3 joueurs. Et finalement, en fait, je me suis amusé avant l'émission de regarder un peu les notes, entre guillemets, par les journalistes de chacun en me disant, bon, est-ce qu'il y en a qui vont un peu dans mon sens, d'autres qui n'en vont pas ? Et parmi les 3, il y avait un joueur qui ressortait et je me suis rendu compte en fait qu'il a fait l'unanimité contre lui puisqu'il a été dans la plupart des cas le joueur le moins bien noté parmi les 22, offensifs comme défensifs des 49ers. Et c'est pour ça que je m'étonne du choix de Elliott puisqu'il s'agit de Jair Brown. Il s'agit de Jair Brown. Pas du tout d'accord, mais vraiment pas du tout d'accord. Ça a été un plot en première mi-temps, mais un plot. En deuxième mi-temps, il a certes élevé son niveau de jeu, tu vois, je vais aller dans son sens, mais j'ai envie de te dire comme tout le monde. Et franchement, il y a eu 2 ou 3 actions où j'ai vraiment le souvenir où Gibson est vraiment venu en renfort parce que il était assez indécis, il avait des problèmes de positionnement. Alors certes, c'est un rookie, c'est des défauts de rookie, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Elliott, pour dire que c'est des défauts qui se gomment et qui fait une super saison rookie. J'ai pas de problème avec ça, et j'insiste sur ce que je disais il y a quelques émissions, sur le fait que Jair Brown avait presque upgradé la position d'un Hufanga qui était décevant cette saison. Mais sur ce match, je l'ai trouvé finalement assez moyen. Donc ça là-dessus, c'est bizarre, on a un problème, toi et moi, vis-à-vis des safety, de l'interprétation qu'on se fait des safety, parce que ça fait 2 semaines de suite. Mais moi, honnêtement, j'ai eu un gros sujet, entre guillemets, sur les passes profondes de Jared Goff plein centre, notamment, où j'ai trouvé un autre joueur également un peu en difficulté. Mais en regardant un peu les actions du match après coup, j'ai vraiment trouvé que Jair Brown était aux fraises. Et surtout au premier mi-temps, évidemment, comme tout le monde, mais même en deuxième mi-temps, même s'il a aussi son niveau de jeu, il restait quand même, je trouvais, le maillon faible de cette équipe en défense. Ok, mais on n'est pas d'accord, mais c'est ça qui est intéressant. Olivier ? Oui, non, moi, juste par rapport à ce que disait Gonzague, que Hufanga, on le trouvait pas bon. Effectivement, on le trouvait pas bon, mais depuis qu'il n'y a plus Hufanga, on se fait trouver au jeu de course. Alors, hasard, coïncidence, j'ose penser que malheureusement, c'est pas le hasard. Voilà. En fait, moi, c'est surtout. Vas-y. Moi, c'est surtout. En fait, moi, je trouvais pas forcément que c'était un upgrade par rapport au Hufanga. J'étais aussi déçu de la saison d'Hufanga, surtout par rapport aux attentes. Le mec sortait d'une saison First Team All Pro et il jouait comme un safety normal. C'était surtout ça, en fait. Mais après, on n'est pas d'accord sur Jair Brown et sur les safety en général. Je pense qu'on a un problème de vision tous les deux. On voit pas les mêmes choses. Peut-être, ouais. Mais alors, pour aller dans ton sens, Olivier, sur le jeu de course, c'est vrai que Hufanga, c'est le seul véritable strong safety qu'on a dans le groupe. Jair Brown, il est un peu entre les deux. Il est capable de jouer strong ou free. D'ailleurs, il joue un peu les deux à Penn State, on ne sait pas trop. Plutôt strong d'ailleurs, mais il joue un peu les deux. Et Tashaun Gibson est un pur free safety.
pour le coup. Donc ça peut aussi expliquer, c'est le seul qui vient vraiment en tant que strong venir tamponner la boîte. Et c'est vrai que je suis là-dessus que sur la course, Hufanga manque un peu sur la course. Sur la passe, pas du tout par contre. C'est clair. Kevin, ton flop? Bah moi, je vais vous parler de Chase Young, que Merci. je trouve décevant depuis de nombreuses semaines. C'est un joueur qui se traîne une réputation de feignant à Washington, et je commence à apercevoir les raisons pourquoi il a cette réputation-là. J'ai du mal à définir son match tellement il n'a pas été souvent là. Alors il y a quelques actions de classe où on voit le talent sur certaines courses des Lions en deuxième mi-temps où on aperçoit ce potentiel, mais sinon il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Depuis qu'il est arrivé, c'est un seul sac. C'est quand même une de ses qualités premières, surtout dans une D-line qui devrait lui permettre de faire mieux que ça. Et c'est pas pour rien qu'il y a des rumeurs qui commencent à sortir comme quoi le staff voudrait peut-être le bencher pour le Super Bowl, ce qui en dit quand même long sur ce qui a été investi sur lui. Alors, rumeurs, écran de fumée, bref, on n'a pas la réponse pour le moment, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Et on attend beaucoup mieux de Chase Young, qui est un des hommes qui a fortement déçu sur cette D-line. C'était mon deuxième flop. Pour ma, Ouais, moi, matin. C'était mon flop aussi. C'était mon flop aussi en numéro 1 parce que voilà, comme quoi je suis un podcasteur objectif. Je voulais pas mettre Ambry Thomas en flop. Non, mais Oui, parce que j'aurais pu parler de totalement Steve Wilkes aussi, et tu vois, je suis objectif. Mais ouais, totalement moi, je suis totalement d'accord avec le toi, côté Kevin, feignant. Ouais. parce que moi j'ai vu une action sur le deuxième Le dernier touchdown touchdown de Jahmyr Gibbs. De Jahmyr Gibbs. de Jamir Gibbs, pardon, c'est fou compliqué. comment il J'allais est dire feignant. Jamir. Tu as vu comme il passe à côté, il le regarde passer, mais putain, si c'est Dédé, il est avec les dents, il va l'attraper le mec. D'ailleurs, le premier touchdown, c'est lui qui a accroché la ficelle du gars dans son dos, alors qu'il a eu aucune chance de l'attraper, mais il va tenter de le faire. Après, c'est une question de mentalité. Et effectivement, il est en train de se brûler pour la NFL, parce que si avec l'équipe qui est autour, il arrive à rien foutre et que ça se voit de plus en plus, il est en train de se retrouver l'année prochaine dans une situation très très compliquée, parce que tu réussisses pas à Washington, ça paraît évident qu'au Redskins ça ne réussit pas. Gonzaga était pour toi les Redskins, mais que quand tu es à San Francisco, et quand tu vois que tous les gars qui sont passés par là au même poste que toi, et j'ai une grosse pensée pour Omeniu qui malheureusement s'est fait les croiser et qu'on ne croisera pas dans 15 jours. Omeniu faisait une grosse saison, nos joueurs cette année tous font une grosse saison, et c'est vrai que Chase Young, même si les stats c'est pas le plus important, c'est plus la façon, je le trouve apathique. Surtout que voilà, Surtout que on pourrait rajouter aussi le nom de Samson Ebukam qui avait fait une super saison et qui confirme à Indianapolis. Et surtout que sur tous les noms que tu as cités, que ce soit Omeniu, Ebukam, Clelin Ferrell, Randy Gregory, Chase Young a 8000, il a plus de talent que tous ces mecs-là réunis. Chase Young est un des mecs les plus talentueux sortis de l'université. Il a un physique de fou, il est rapide, il est puissant, mais on dirait qu'il n'a pas envie de faire plus que le strict minimum. Et en deuxième mi-temps, je suis d'accord avec vous, il s'est relevé, il y a eu des très belles actions, notamment sur le jeu au sol. Mais en première mi-temps, l'équipe a coulé en défense, on pourra en reparler, et il n'avait pas, ne serait-ce que la motivation nécessaire pour essayer de s'en sortir. Là où il y a des mecs qui se sont loupés, mais on voyait qu'ils tentaient. Ils passaient à côté, mais on voyait qu'ils tentaient. Lui, il n'y avait même pas l'impression qu'on avait envie de tenter. Tu parlais de Nick Bosa en top. En première mi-temps, il fait ses 2 sacs en première mi-temps et tu sens que le mec, il a faim et qu'il en a envie et qu'il y a des moments où ça marche pas, mais qu'il va se battre. Nos linebackers, on n'a jamais douté de leur implication, que ce soit Warner ou évidemment Greenlaw. Les mecs, ils y sont allés. Même Oren Burks, où il a fait quelques erreurs, mais tu sentais que le mec, il jouait avec ce qu'il sait faire et que ça marchait pas. Et on dirait que Chase Young, qui a autant de talent que la plupart de ces mecs-là, voire plus pour la grosse majorité, hein, on enlève Bosa, Warner, Greenlaw, Chase Young est le joueur le plus talentueux de cette équipe défensive, et il n'avait pas envie. Et du coup, ça commence à nous faire poser la question, est-ce qu'on a vraiment envie de prolonger ce gars-là à la fin de la saison, quoi? Toujours pareil, s'il demande un petit salaire pour prouver sur une année, oui, mais aujourd'hui, je ne suis plus du tout prêt à lui donner un gros salaire que j'étais prêt à lui donner il y a quelques semaines. Après, s'il prendra un petit salaire, peut-être, mais il y aura des équipes pour lui offrir plus, c'est sûr. Il ira ailleurs. Voilà, c'est clair. De merde pour du cap space.
équipes de merde qui ont du cap space vont aller chercher ce mec-là. Mais juste sur son cas, pour revenir sur les stats, Olivier dit souvent que les sacs, c'est pas le plus important pour un pass rusher, et je suis d'accord. Mais par contre, depuis son arrivée, il n'a que 3 QB hits. Voilà. Et ça parle énormément. Parce qu'un pass rusher de son niveau devrait pouvoir au moins aller contacter le quarterback très régulièrement, ce qui n'est pas son cas. Je suis d'accord. Mais on est d'accord. Le défaut principal de ce joueur, c'est qu'il est fainéant. On a l'impression qu'il choisit ses jeux et c'est très dommage. C'est très dommage parce que c'est pas du tout ce qu'on attendait de lui au moment de son arrivée. Olivier, ton flop du coup? Du coup, je vais continuer sur la D-line et moi, ça va être Hargrave. Je me demande s'il est sur le terrain ou s'il est grave tout court. Et, je sais pas, il est pas là. Le match précédent contre les Packers, il a fait la ligne de stats du néant absolu. Et là, je sais même pas, j'ai même pas regardé ses stats, mais ok, on sait qu'à la base, il est très bon contre la passe. Mais vous voyez mettre la pression sur Jared Goff, moi je l'ai pas vu. Ça voilà, sur les jeux de passe, voilà. Il a 4 plaquages dans ce match. Voilà, donc 4 plaquages, sachant qu'on s'est fait bombarder plein axe et qu'on le savait. Bon, je sais pas, au salaire et puis après voilà, il y a aussi le rapport entre le joueur et le salaire. Au salaire où il est, il doit faire des choses, il doit être impactant. Il n'est pas été du tout impactant. Pour l'instant, il fait des playoffs niveau rookie, voilà, tout simplement. Et je trouve que Kinlo a plus d'impact à l'heure actuelle que lui, sachant que Kinlo, on va certainement lui dire bisous sur le front et va trouver notre club l'année prochaine. Et Hargrave va nous coûter 20 millions la saison prochaine. Pour l'instant, j'ai un peu les boulasses de ce que je le vois faire. Voilà, donc pour moi, c'était mon deuxième flop derrière Chase Young. Et ben moi, pour mon flop, Kevin l'a pas placé, je vais le faire, Steve Wilkes. Ok, la deuxième mi-temps a été meilleure, c'est vrai. Et certains gars ont parlé du fait que il avait fait les ajustements nécessaires. Très bien qu'il sache faire les ajustements, c'est super. Mais il peut pas faire ça dès le début, en fait. Enfin, parce que vraiment, on a du bol que notre attaque se soit réveillée, parce que la défense s'est réveillée, mais on a du bol aussi que notre attaque ait aussi bien marché. On a du bol que Brock Purdy était aussi fort en deuxième mi-temps, parce que la défense, elle a pris beaucoup trop de points en première. C'est pas possible, même si c'est les Lions, même si c'est une super défense, c'est pas normal de prendre 24 points en première mi-temps dans un match de football. Surtout dans une finale de conférence. Surtout avec les joueurs qu'on a. On ne peut pas se permettre dans un match contre Patrick Mahomes d'attendre la mi-temps pour se réveiller défensivement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que même si on fait les ajustements nécessaires et qu'on a 24 points encaissés à la fin de la première mi-temps, on parle d'un mec qui, quelle que soit la défense, sera capable d'en mettre 10, 15, 20 points facile, même si la meilleure défense du monde est en face. Voilà, on est sur les mêmes critiques qu'on a depuis le début de la saison, à savoir que j'ai l'impression qu'il y a un manque certain de leadership en fait chez Steve Wilkes. On le voit sur la touche et il est même pas en train d'encourager ou d'engueuler ses gars. Il a toujours sa même tête de je sais pas. Je pense que Kevin aura plus les termes que moi là-dessus, mais il a l'air juste. Ouais, voilà, il a l'air juste absent en fait sur le bord du terrain. Que son équipe fasse des très bonnes choses comme en deuxième mi-temps, ou que son équipe soit totalement apathique comme en première, il a la même expression du visage et il parle pas à ses gars. Et ça me pose un problème pour un coordinateur défensif. Que tout le monde n'est pas Demeco Ryans, tout le monde n'est pas Robert Saleh, tout le monde n'est pas un leader naturel comme sont ces deux gars-là. Mais si tu parles pas à tes gars, tes gars, ils iront pas mieux. Il faut pas attendre la mi-temps pour parler à tes gars quand ils font de la merde. Faut le faire sur le bord de la touche. Faut leur gueuler dessus quand ils ont besoin d'être gueulés dessus. Faut les encourager quand faut les encourager. Si tu fais pas ce genre de choses-là et que tu attends la mi-temps et le calme des vestiaires pour encourager, motiver tes gars et faire des ajustements, c'est pas suffisant. J'ai revu le match notamment pour regarder, pour analyser quelque chose qui m'a beaucoup choqué en première mi-temps, c'est toutes ces troisièmes et longues qu'on a mangées dans la gueule. Et je me demandais à quel point Wilkes était fautif. Et un constat que j'ai fait sur chaque troisième et longue, c'est que dès qu'on est au-dessus de troisième et 10, donc troisième et 11 et plus, à chaque fois, il laisse sa ligne de 4, 10 lines devant, et il met ses linebackers en soutien de ses DB très très loin. Donc, qu'est-ce que font les Lions ? Soit il donne à Laporta dans les 5 yards et avec sa puissance, il va chercher le first down parce que tu t'arrêtes pas à Laporta sur 1 yard. Ou alors il donne à Amon-Ra St. Brown qui, avec sa vitesse, toujours à peu près à 5 yards, il prend de la vitesse, il contourne les linebackers qui essayent de remonter parce qu'ils sont 3 km derrière et on se prend le first down à chaque fois. Et ça, il l'a fait répéter. Également, hein. Et sa puissance également à St. Brown. C'est un joueur très puissant pour son gabarit. Aussi. Mais je veux dire, tu donnes
tu donnes des munitions aux Lions pour convertir ces troisième et longues, et tu le fais pas une fois, tu l'as répété 3, 4, 5 fois pendant la première mi-temps, et tu as attendu la mi-temps pour corriger ce problème-là. Donc, On aurait dit c'est qu'il pas juste- défendait un Hail Mary. On aurait dit qu'il défendait C'est un ça. Hail Mary, cet enfoiré. C'est il faisait reculer tout le exactement monde. ça. C'est exactement ça. Et tu laisses à Jared Goff la possibilité de s'amuser. Parce que tu donnes pas à ta D-line la possibilité d'avoir du soutien sur la pression. Donc ouais, pour moi, c'est pas juste un problème de remotivation, c'est aussi un problème de vision et de stratégie où il a pas fait ce qu'il fallait. Et on l'a très bien vu sur les troisième et quatrième tentatives, que ce soit en première et deuxième mi-temps, notamment en deuxième quand c'était des troisième et quatrième et courtes et 4-5 yards. Là, il avait plus la solution. Là, il a fait une défense plus compacte et on a réussi à les stopper sur 2 fois sur des quatrièmes tentatives assez courtes. Alors qu'on aurait pu se dire, putain, si on prend des 3e et 15, des 4e et 4, on va les prendre, et on les a pas prises parce que la défense était plus adaptée. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi, il y a un souci sur les longues tentatives, c'est que le schéma était pas le bon, ouais, c'est ça. Ce qu'on peut lui reconnaître quand même, c'est que j'entends les critiques, mais il est pas borné. Dans le sens où quand ça marche pas, il a réussi à s'ajuster et ça prouve aussi qu'il est pas. Enfin, je rappelle qu'à la mi-temps tout le monde le jetait, le brûlait. Maintenant, deuxième mi-temps, tu prends un touchdown quand il reste 2 minutes de jeu. Non, mais la deuxième mi-temps, elle est super, et je l'ai dit au début de mon truc, c'est que super la qualité d'adaptation, mais ce n'est pas suffisant de devoir attendre la mi-temps pour s'adapter. Et Olivier était le premier à le savoir, Patrick Mahomes, c'est un joueur incroyable, et tu le répètes, et on est tous d'accord de toute façon pour dire que c'est le meilleur joueur de toute la NFL. Même si tu t'adaptes à la mi-temps, si tu as 17 points de retard contre Patrick Mahomes, Patrick Mahomes, il va pas attendre les 2 minutes de la fin pour marquer quand même un touchdown, quel que soit le niveau de ta défense. Et puis je veux dire, on sort d'un match contre les Packers où il a été en dessous de tout. Il a une semaine pour mettre en place les bons schémas. Qu'est-ce qu'il fait? Il refait les mêmes conneries pendant une mi-temps en complet. Donc moi, je veux bien qu'on lui dise « Ouais, tu fais des ajustements ». Je suis désolé, mais si tu as besoin d'un match et demi pour comprendre comment défendre, c'est pas possible. On est en play-off. Non, il n'avait pas le droit de revenir et de proposer cette défense-là après un match aussi catastrophique face aux Packers. Est-ce que vous avez d'autres flops, des flopinets peut-être, les gars? Moi, j'ai envie quand même de citer, parce que je l'avais cité en positif la semaine dernière, le kick de Jack Moody, il est pas beau. Le field goal de Jack Moody, il est pas beau. C'est un mauvais field goal, il passe beaucoup trop à droite et il est pas si loin que ça. Voilà, petit flopinet, pas un flop, avertissement sans frais, mais avertissement quand même. Il aurait pu nous coûter cher sur un match serré comme ça. En même temps, on dirait que c'est son fonctionnement. Il faut qu'il rate un field goal ou qu'un field goal soit contré pour qu'après il va t'en passer de 50 yards. Alors je sais pas si c'est une technique chez lui pour se motiver, mais il faudrait qu'il arrive à gommer ce défaut-là, parce que c'est la même chose que contre les Packers. Il a quand les Packers, le ballon est contré, ok, mais c'est le même principe. Celui-là, il est pas compliqué, il le rate. En deuxième mi-temps, ce qu'il doit faire en début de seconde mi-temps, il est importantissime. Il le claque. Donc voilà. Donc il faut. Par contre, je pense que c'est ajustement psychologique, parce qu'après pour le reste, on sait que la guibole il a. Par contre, à tous les gens qui, sur ce kick-là raté, sur celui de la semaine dernière, disent qu'il n'a pas sa place en NFL, achetez-vous des lunettes ou regardez les autres kickers de la NFL. Point. Parce que même en ratant ce kick-là et en ayant un field goal contré la semaine dernière, ça reste un très très bon kicker NFL, surtout un joueur aussi jeune. Il a beaucoup de temps devant lui pour continuer à progresser, parce que le poste de kicker est un poste qui marche plus à la confiance qu'au talent. Et si on lui donne la confiance, et si on va au bout cette année et qu'à l'intersaison on lui dit t'as fait des erreurs mais on retourne avec toi, je pense qu'il a le talent nécessaire pour devenir un des tout meilleurs de la NFL à terme. Est-ce que vous avez d'autres flopinets à citer, Kevin? Un tout petit qui va être un peu dur, je l'avoue, parce qu'il a sorti quand même des actions de classe à certains moments, mais je suis toujours pas convaincu par Fred Warner, que j'ai trouvé à certains moments perdu sur le terrain. C'est moins le cas qu'il y a quelques semaines, mais il y a encore des moments où on a l'impression qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il doit faire, où il doit aller. Ça a peut-être un lien aussi avec la façon dont joue Steve Wilkes. Fred Warner, c'est peut-être pas trop quoi faire, je sais pas. Il y a sûrement des explications peut-être autres que son niveau à lui seul, mais on a besoin d'un Fred Warner encore plus fort, et les attentes sont plus élevées que ce qu'il montre en ce moment. Surtout quand c'est un peu le baromètre de notre défense. Quand ça va pas, lui ça va pas non plus, et quand ça va, lui ça va très bien. Et je pense qu'en tant que pur leader, il faudrait que ça soit presque l'inverse, qu'on le voit moins quand tout va bien parce que tous les autres sont forts, et que quand ça va pas, il soit celui qui au moins remonte un petit peu le monde. Ça fait la semaine dernière, il avait été bon contre les Packers, j'avais trouvé.
Mais c'est vrai qu'il n'est pas au niveau habituel. On est tellement habitué à l'extraordinaire avec ce mec-là, notamment quand tu as un Dre Greenlaw qui fait pas le plus grand match de sa carrière, mais qui tient très bien la route contre les Lions. Quand tu as un Dre Greenlaw de ce niveau-là, on veut aussi voir le Fred Warner ultime qu'on a habituellement, parce que même avec un Fred Warner moins fort qu'on a d'habitude, il reste un très bon joueur, et on a toujours le meilleur dual linebacker de NFL. Après, tu dis Dédé, il a pas fait son meilleur match. Je rappelle quand même que sur l'une de ses premières actions, il s'est pris Laporta dans le buffet. Il lui a mis un putain de plaquage de notre monde. Il est sorti, on pensait tous qu'il avait l'épaule en porte-manteau. 2 actions après, il est revenu sur le terrain. Je pense qu'il a quand même été. Non, mais moi je le cite pas jamais de la vie en flop. Non, Dédé je dis juste qu'on l'a pas cité en top non plus pour une raison, c'est qu'il fait pas un match surhumain. Il fait le taf. Il fait pas plus, pas moins, mais il fait le taf. Il part quand même avec une puissance et cette volonté qui est, voilà, si Chase Young jouait avec le même mental que Dédé Greenlaw, à l'heure actuelle, il serait le meilleur défenseur de la ligue de très très loin. Oui. Oh putain, Chase Young avec le mental de Dre Greenlaw, t'as créé l'arme ultime, bordel. Là, putain. ça pisse. Le mec, il sera à 29 sacs par saison, les yeux fermés. C'est pour ça. Alors, intersaison, on va envoyer un petit message à Dre Greenlaw. Intersaison, on va dire, Dre, tu prends Chase avec toi pendant 6 mois et tu lui fais un bootcamp des enfers. Et il va revenir, ça va être l'arme ultime. Ok, on va passer aux questions des auditeurs. On a bien parlé de ce match-là, un match vraiment où il y a beaucoup de choses à dire. On a été assez long, mais en même temps, ça fait partie du jeu et ça fait toujours plaisir. Vous avez été nombreux une nouvelle fois à nous poser des questions sur Facebook sur ce match-là. Facebook et Twitter d'ailleurs, ou X comme on dit maintenant. Question sur Facebook de Greg. Avons-nous des nouvelles de CMC qui est vraiment mal retombé sur la nuque en fin de match? Selon vous, que doit-on faire pour ne pas démarrer? Et deuxième question, selon vous, que doit-on faire pour ne pas démarrer les matchs à la mi-temps comme les 2 voire 3 derniers matchs? Pour CMC, je pense que ça va. Il avait l'air d'aller bien sur les célébrations de fin de match. Même si, de toute façon, on l'a dit quand Olivier l'a dit quand il l'a présenté en tant que son top, il est cassé de partout, mais c'est souvent le cas de beaucoup de joueurs à ce moment-là de la saison. Puis il passera son été dans du cellophane et puis ça ira très bien. Hein, mais on arrive au moment de la saison où, à part quand t'as plus le ligament croisé comme le pauvre Charles Omeniou, t'y vas. Même si t'es blessé, t'y vas. Les seules petites alertes sortir de ce match, c'est George Kittle et Ambry Thomas, mais c'est des petites blessures au jour le jour qui vont être réglées. Et même si on devait jouer ce week-end, ces deux-là pourraient jouer aussi. Donc, il n'y a pas vraiment une alerte, Ambry Thomas? Est-ce vraiment une alerte? A priori, il Olivier. va bien, ouais. Ouais. Non, mais est-ce vraiment une alerte ou est-ce qu'on va pas demander Olivier qui va demander le RIB du médecin et lui faire un virement pour dire non, c'est cassé, tu peux pas jouer? Non. Et sur la deuxième partie de la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour pas démarrer les matchs à la mi-temps? Avoir une défense mise en place, une D-line plus agressive et un coureur adverse qui perfore pas la D-line comme s'il y avait rien et comme si c'était un gruyère, parce que Isaiah Pacheco, c'est au moins aussi fort que David Montgomery. Donc, c'est clair. C'est un autre style. C'est un autre style, par contre. C'est un autre style, mais ça va percer aussi, vous inquiétez pas. La réponse, c'est Steve Wilkes, en fait, qui prépare son match et que, comme tu disais, Kevin, que les ajustements soient faits dès le premier snap et non pas à la mi-temps. C'est ça, parce que en fait. on va encaisser des points par les Chiefs, on aura bien le temps d'en reparler dans une preview et peut-être même d'autres. Enfin, on va en parler avant le Super Bowl, évidemment, il y aura d'autres émissions, mais on va prendre des points contre les Chiefs, c'est incontestable. Essayons de limiter au maximum en ayant une défense au diapason dès que le premier coup de pied est lancé. Il y aura également autre chose dont il faudra reparler, mais on en reparlera, je pense, la semaine prochaine. Là, je vais faire mon Olivier, c'est qu'on ait un Bill Vinovich, l'arbitre du match, un peu de notre côté cette fois. Je rappelle que l'arbitre du match du Chief a été désigné, c'est le même que celui qui a été notre bourreau face au Chief la fois dernière. Donc, ah bon, Jimmy Garoppolo est devenu arbitre? Toi, tu sors, tu dégages. J'avoue que sur ce dernier Super Bowl contre les Chiefs, les arbitres avaient décidé que les holdings des Chiefs ne comptaient plus. Que ça serait bien que ça n'arrive pas de nouveau. C'est lui qui a arbitré le match contre les Ravens aussi? Bon, les Chiefs et l'arbitrage, on en aura le temps d'en reparler. Les Chiefs sont les nouveaux Patriots, pas spoiler. On va se faire des copains. Est-ce que Tom Brady, est-ce que Patrick Mahomes c'est le nouveau Tom Brady? Là, c'est pas c'est des conneries. Et rendez-vous la semaine prochaine, les amis, pour ce débat enflammé. C'est en train de m'énerver, là, ça y est.
Question de Lauriane. Qu'est-ce qui se passe avec notre défense? Le mode diesel donne des surfroides. On est tous d'accord, je pense, là-dessus. On en a parlé. Qu'est-ce qui se passe avec notre défense? Ils mettent trop de temps à se réveiller, tout simplement. Et on a des joueurs qui sont pas au niveau que qu'on pourrait attendre d'eux. Mais j'avoue que j'ai du mal à trouver une explication pourquoi on était une défense contre la course si impressionnante il y a encore quelques semaines, et d'un seul coup, on est une des pires de la ligue. Il n'y a pas eu d'entre-deux. On était les meilleurs, et puis d'un seul coup, on est parmi les pires. J'ai un début d'explication, moi, pour ma part, et en fait, on en a, d'un certain point de vue, un peu parlé il y a quelques minutes. C'est que je pense que, en effet, l'absence de Hufanga avec un strong safety qui rentre dans la boîte contre la course, qui vient en support, est un problème. Jair Brown, c'est quand même moins sa spécialité. Et puis, il y a autre chose également, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, Kevin, c'est qu'on a un coordinateur défensif qui, visiblement, anticipe constamment la passe. Il anticipe constamment la passe, et on voit en effet des linebackers qui sont parfois très reculés, et des running backs qui, dès lors qu'ils passent le premier rideau, arrivent en fait à aller chercher le first down, parce qu'en effet, les linebackers sont tellement reculés que lorsqu'il faut partir sur une poursuite latérale ou qu'il faut aller retourner en fait vers l'avant pour stopper le running back, on est déjà aux fraises. Et c'est ça qui m'inquiète d'ailleurs avec Pacheco, c'est qu'une anguille comme celui-ci, qui est capable de partir sur de la course latérale, ça peut être un problème chez nous. Donc, il faut clairement corriger ça et arrêter de penser que notre adversaire ne sait faire que des passes. C'est pas les Dallas Cowboys qu'on joue tous les week-ends. Je pense qu'il faut que Wilks corrige cette vision qu'il a. Parce que je pense que c'est pas anodin, cette régression à la course par rapport à tout ça. Et c'est un coach de defensive back à la base, là où Ryan et Saleh étaient plus des spécialistes de linebacker et de front seven. Ça a peut-être chose à voir là aussi. Alors, lui, sa philosophie, c'est peut-être plus de défendre la passe, là où nous, on est une vraie équipe de front seven, on a besoin d'impact et de pass rush. Et avec ce magnifique exposé, Gonzague, tu as du coup d'un coup répondu à 2 questions de plus, les questions de Jean-François et Ludovic qui nous demandaient du coup aussi le problème avec notre défense contre la course. Question de Johan. Alors, j'ai lu la question, je vais me permettre d'y répondre. Ce sera une question longue avec une réponse extrêmement courte et je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Purdy m'a impressionné, surtout avec ses jambes. Il n'a pas été parfait à l'image de toute l'équipe, mais encore une fois, il a prouvé qu'il était bourré de talent et de coronesse. C'était magnifique. Pensez-vous qu'on tienne notre franchise quarterback pour longtemps? Oui, on passe à la suite. Pourquoi cette question? Je vois pas d'autres réponses existantes. Oui. Je pense qu'on était déjà d'accord il y a très longtemps. C'est deuxième saison, il est dans le top 5 du MVP, il est au Super Bowl après avoir fait une finale de conf. Oui, c'est notre quarterback du futur. D'ailleurs, si vous aimez les signes, Brock Purdy a été drafté à Las Vegas. Le Super Bowl est à Las Vegas. Et Brock Purdy a joué son premier snap en NFL contre les Chiefs en garbage time. Le Super Bowl est contre les Chiefs. Et on joue en blanc, et les équipes qui jouent en blanc gagnent les Super Bowls. Mais on a déjà perdu un Super Bowl en blanc contre les Chiefs. Oui, mais c'était une exception. C'était une exception. Question de David. Est-ce qu'il vaut mieux arriver au Super Bowl en ayant éclaté tous nos adversaires ou n'était pas préférable d'avoir dû faire face à de l'adversité? C'est comme ça qu'on dit, Olivier. Ah oui, totalement. Mais Dave, c'est encore, tu en as parlé toi sur Facebook, et donc là, je peux te répondre totalement d'accord avec toi. Si tu arrives à un terrain conquis, c'est difficile de te remettre en question. Nous, l'avantage qu'on va avoir par rapport à tout ça, c'est que on s'est remis en question sur le match contre les Packers et sur le match contre les Lions. Automatiquement, l'équipe, elle va arriver, et on sait qu'on est capable de prendre des situations qui sont improbables. C'était pas le cas des Chiefs, et ça va être les Chiefs, ils ont pas eu un cas. Ils l'ont fait avant les playoffs, j'ai l'impression. Et les Chiefs, pour le coup, ils ont quand même sorti Miami. Bon, c'était pas le match le plus dur. Buffalo, ils étaient vraiment pas donnés favoris. Ils sortent un gros match, et Baltimore, qui était le grand favori de tout le monde, ils sortent un gros match. C'est important pour nous d'avoir eu de l'adversité, mais les Chiefs sont pas non plus avares dans ce domaine-là. C'est pas dans ce sens-là que je disais, dans le sens par rapport au déroulé des matchs. Je parle pas je parle pas sur le fait d'aller jouer à l'extérieur et tout, parce que le concept, ça a très bien marché pour les Chiefs, c'est
nous contre tous les autres parce que tout le monde nous déteste, ils se sont retrouvés là-dessus. Mais c'est surtout sur le déroulé des matchs. On a été en galère 2 fois, donc on sait que ça peut être difficile. On sait qu'on peut revenir. Et ça, c'est quelque chose qui va nous servir pour le Super Bowl. Alors qu'il y a 4 ans, quand on est arrivé au Super Bowl, comme tu l'as très bien dit, Elliot, on avait déroulé et en finale de conférence, ça avait été une boucherie. Et donc après, on était arrivé en disant ouais, c'est bon, on est lancé. Et puis bon, après, quand ça commence à coincer, c'est plus difficile. Là, on sait qu'on est capable de prendre le score et de dérouler. Même si on a 10 points de retard à la mi-temps, on sait qu'on est capable de revenir aussi. Et ça dans la tête des adversaires, ça rentre aussi. En fait, je disais pas forcément ça dans le fait de jouer à l'extérieur, je voyais plus dans l'idée de en fait, on a un peu fait le parcours qu'avaient fait les Chiefs il y a 4 ans quand ils nous ont battus, c'est qu'eux, ils avaient remonté Houston, nous on a remonté Détroit. Mais par contre, nous on est arrivé à l'époque en ayant éclaté tout le monde, ça n'a pas été le cas des Chiefs cette fois-ci, qui, sans avoir été l'équipe la plus en danger, ont eu que des matchs assez serrés où il a fallu sortir les doigts pour gagner. Ils arrivent quand même, sans avoir été à courir derrière le score, ils arrivent quand même en ayant eu de la vraie adversité face à eux. Notamment, bon, les Ravens, on aura le temps d'en reparler quand on fera la preview, mais moi je pense surtout à ce match contre les Bills qui a été une bataille de tous les instants face à une équipe qui était dans une forme olympique à ce moment-là. Après, oui, non, je suis d'accord que le fait qu'on ait vécu ça et des matchs compliqués, on a aussi l'impression, la sensation que rien ne peut nous arriver et qu'ils savent ce que c'est de passer à 2 doigts de se faire sauter. Du coup, ils auront la rage et les crocs, quoi. Une question de David, un autre David, sur Facebook. Est-ce que nos soucis sur la ligne défensive ne viennent pas du fait qu'on ait moins de profondeur à ce niveau-là? Clelin Ferrell vient de se faire opérer et qu'est-ce qui est arrivé à Drake Jackson? C'est vrai qu'on n'a pas trop de nouvelles de Drake Jackson. Est-ce qu'on peut espérer le retour d'un peu de profondeur d'ici le Super Bowl? Je ne pense pas qu'on puisse espérer quelques retours que ce soit. Clelin Ferrell, c'est mort, il est sur la liste des... Tu l'as dit, il s'est fait opérer et de toute façon, il est sur la liste des blessés. Même s'il était en forme, il ne pourrait pas revenir. Drake Jackson, on n'a pas de news et je pense qu'on n'a rien à espérer d'ici le Super Bowl. Je pense que le Super Bowl se fera avec les mêmes hommes qui se sont fait tous les playoffs. Il n'y a pas de nouvelles blessures, mais il n'y a pas de retour qui est prévu. Drake Jackson est sur la liste des blessés aussi, Clelin Ferrell aussi, Kalia Davis aussi, mais à part ça, plus personne n'en parle, mais on a du Sébastien Joseph Day, on a du Randy Gregory, on a du Javon Kinlaw, on a du Kevin Givens, on a du Robert Bill. Il y a personne en NFL qui a autant de profondeur sur la ligne défensive. Je suis complètement d'accord avec Kevin. En fait, je suis pas du tout d'accord avec David par rapport à ça. Je trouve qu'on a une profondeur que beaucoup d'équipes nous envieraient. Notamment au poste de defensive tackle, où honnêtement, je pense que notre 4e defensive tackle pourrait être titulaire dans la moitié des équipes NFL. Entre les Kevin Givens et Javon Hargrave. Notre 5e, même maintenant qu'on a Joseph Day en plus, Joseph Day, il est titulaire partout. Ouais. Voilà, entre Kalia Davis, Joseph Day, Javon Kinlaw, Javon Hargrave, Kevin Givens, qu'est-ce qu'on veut de plus en fait? Armstead. Voilà, Armstead. Ouais, et puis j'ai super tapé sur Randy Gregory. Et a raison. Mais franchement, Randy Gregory remplaçant dans une équipe NFL, je pense que les rumeurs de benching de Chase Young d'ailleurs sera probablement, si elle a lieu, mais j'y crois pas, en faveur de Randy Gregory. Donc au bout d'un moment, non, on a des remplaçants qui savent faire le taf. Moi, je vais juste, pas forcément un regret, mais juste, je pense que Clelin Ferrell aura une vraie utilité sur le jeu de course. Là, c'est pas une raison pour laquelle on est en difficulté. On doit normalement s'en sortir sans avoir besoin de Clelin Ferrell, mais il aurait eu son apport parce qu'il est vraiment très bon sur le jeu de course. Tout à fait exact. On va passer aux questions de Twitter. On a une question de Fabrice. Je vois que Olivier d'ailleurs a répondu à cette question. Imagine Olivier, Ambry Thomas, il nous fait une Tracy Porter à Vegas. Alors, moi, j'ai pas compris la rêve, donc est-ce qu'on peut m'expliquer s'il vous plaît? J'ai pas lu la question en entier. Moi, j'ai juste lu Ambry Thomas qui nous faisait gagner le Super Bowl. Donc, si c'est Tracy Porter, j'ai pas la ref, j'ai pas lu. Non, j'ai pas la ref Tracy Porter non plus. Je sais pas, j'ai vu. Ouais, j'ai pas non plus. Attends, on va faire une petite recherche quand même. On va faire une recherche là, parce que moi, j'ai juste regardé Ambry Thomas. Comme j'étais au boulot, j'ai lu un travers. Il a vu une. Ah bah c'est sûr que si Ambry Thomas nous fait l'interception qui va bien décisive. Ah, mais oui, d'accord. Tracy Porter, c'était le Ici, cornerback des Saints qui fait le pick six contre les Colts.
Et voilà, c'est bien ce que je pensais, c'était ça. Donc j'étais parti sur ça. Et c'est pour ça que je dis oui, s'il nous fait un truc comme ça, moi je pense que tout le monde va se foutre de ma gueule pendant au moins une dizaine d'années, mais j'assume totalement que de toute façon je l'ai pas mis un flop, mais j'ai juste une image de lui quand à un moment il y a un ballon 50-50 avec un receveur et que le ballon est en l'air et que tu te dis il peut l'intercepter et c'est Ambry Thomas. Donc la balle est dans les mains. avec Jamison Williams, le ballon contesté. Ouais. Et voilà. C'est assez drôle parce que comme d'habitude, il est nulle part. Il peut intercepter, il n'intercepte pas. Il peut plaquer, il plaque pas parce que le gars il se relève, il essaie de repartir. Je fais quoi? Le nullissimoine, comme d'habitude. Assure-moi un des deux, je veux dire. Soit l'interception, soit le plaquage, mais rate pas les deux, quoi. Il peut faire pire, il peut même rater 3 trucs en même temps. Donc, et oui, parce qu'on a allez, une petite blague sur Ambry Thomas, parce qu'on a quand même remarqué que Jair Brown venait l'aider, ou de temps en temps c'est Fred Warner, parce que personne n'a confiance en lui dans cette équipe. Donc dès qu'il y a un ballon du côté d'Ambry Thomas, ils se mettent à 2 ou à 3 pour l'aider. Voilà. Non, mais je pense que Ambry Thomas est à la couverture d'un mec à l'équivalence de la passe qu'a reçue Brandon Ayuk. Non seulement ça lui rebondit sur le casque, mais ça se coince et en galipette arrière, il fait un safety. Non, mais il y a moyen qu'il y ait un truc comme ça. J'ai repensé à Ambry Thomas cette semaine et je pense en fait qu'au-delà du fait qu'il soit nul... nul... des pensées cheloues, Gonzaga. Ouais, non, je sais. Pour mes auditeurs, je suis fiévreux là, à l'heure où on enregistre et ça peut expliquer mes pensées bizarres. Ambry Thomas, en fait, je pense qu'au-delà du fait qu'il soit nul, il n'est pas dans la bonne équipe. Je suis de plus en plus convaincu que c'est un cornerback qui serait un peu meilleur dans une défense en presse et pas du tout dans une défense de zone où il est complètement à la rue, le pauvre garçon, où il ne sait pas défendre sa zone. Je pense qu'il n'est pas du tout dans la bonne équipe. Je veux dire, si tu veux faire une carrière un peu plus prometteuse, Ambry, quitte-nous. Quitte-nous, ça ferait du bien en fait à tout le monde déjà. Pour commencer. Il serait un peu meilleur au Saint-Louis Battlehawks en XFL. Ça, c'est certain. Mais si on gagne un Super Bowl avec Ambry Thomas, on mérite plus qu'un titre. On mérite qu'il nous donne au moins 2 Super Bowls. Oui, j'ai lu un petit peu les règlements de la NFL. Normalement, si on gagne le Super Bowl cette année avec Ambry Thomas, on a automatiquement le back-to-back pour l'année prochaine d'assuré. Voilà. Directement qualifié pour l'année prochaine. Il n'y a pas de prétendant NFC l'année prochaine. On est directement au Super Bowl. C'est qu'en plus... Mais tu sais que ça aurait été la même chose si on avait gagné il y a 4 ans. Il y avait la même règle avec Akilo Witherspoon. C'est une règle. C'est le règlement CB2, ça s'appelle. Le CB2 nul. On a ce règlement-là et on n'en a pas profité il y a 4 ans. Il est le temps qu'on en profite cette année. Une autre question sur Twitter de Lucho. On a un peu répondu pendant le podcast, mais du coup, quel a été le souci de la première mi-temps si on devait en choisir un seul? Le souci de la première mi-temps, selon vous, est-ce que c'était plus physique, mental, coaching? L'agressivité. 100% aussi me concerne. Il manquait beaucoup d'agressivité. Moi, j'ai toujours en souvenir, c'est le premier touchdown de Jameson Williams qui fait le tour de plot. Il fait le tour de plot, il n'y avait aucune agressivité. Donc, est-ce que c'est lié à du coaching? C'est tout à fait possible, Kevin. Je pense en effet qu'il manque un peu cette émulsion. Mais de manière générale, ouais, je trouvais qu'il manquait plusieurs Dre Greenlaw en fait, sur le terrain. Et vraiment, moi, ça m'a vraiment marqué ce touchdown où la course de Williams, elle est même pas belle en soi. Elle est même pas belle, il fait juste le tour de plot. C'est ça qui m'a un petit peu emmerdé. Donc voilà, donc je trouve que c'est ce qui manque en première mi-temps, et qu'il va falloir vraiment corriger face aux Chiefs. Il faudra être très agressif, dans le bon sens du terme. On en reparlera, je pense, on aura le temps d'en reparler de toute façon de ce qu'il va nous falloir contre les Chiefs dans des podcasts à venir. Question de Baptiste, bon, en fait c'est juste pour en parler, mais on a très bien répondu dans l'ensemble. Il nous dit juste à la fin de la première mi-temps, je voulais la tête de Wilkes sur un piqué. Comment expliquer une telle faiblesse en première partie du match? On était beaucoup, je pense, à vouloir la tête de Wilkes sur un piqué. La faiblesse, on l'a un peu expliqué tout au long de ce podcast-là, un mélange de mauvais coaching, de manque d'agressivité, de manque d'envie, etc. Et voilà pour les questions. Eh ben, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce débrief de cette magnifique, difficile, mais magnifique victoire contre les Lions. On n'en a pas assez dit, vraiment. On est au Super Bowl, putain de merde. Dans 2 semaines, on va jouer le Super Bowl contre les Chiefs.
il y aura une émission preview de ce match-là. Il y aura peut-être d'autres choses qui arriveront. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. On va un peu improviser. Je pense que si à un moment on est tous les 4 disponibles en même temps et qu'on a envie d'allumer les micros pour en parler, il y a une possibilité pour qu'un truc comme ça existe improvisé. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous suivre à chaque fois. On aura le temps de faire plein de remerciements quand la saison sera terminée. Mais merci quand même de nous suivre chaque semaine parce que ça fait plaisir. Et parce qu'on ne fait pas ça pour être écouté, mais ça fait quand même toujours plaisir d'avoir des gens qui nous écoutent et qui nous font des super retours. Et Go Niners une nouvelle fois, et on se retrouve bientôt pour faire la preview de ce match. Go Niners. Ciao, ciao, ciao. Come on. Come on.